Bonjour à tous! Bienvenue à HebdoCap, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 22 octobre. Les manifestations contre la réforme de l'assurance-emploi, la modernisation du centre de tri de Grande-Rivière, un atelier conférence sur la santé des seins, le 25e anniversaire de l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie et de la Madeleine, le comité jeunesse de Passepébiac nous invite à une activité d'Halloween, un aperçu du retour de notre émission Passionnés de musique et votre chronique Rendez-vous. Télévac vous souhaite une très bonne émission. Débutons l'actualité de cette semaine avec des manifestations plus fréquentes dans notre région à propos de la réforme de l'assurance-emploi. Nous avons saisi l'occasion pour rencontrer Nadia Mongeon, coordonnatrice à Mouvement Chômage PABA, pour nous renseigner. La semaine passée, vous avez eu une manifestation à Rivière-au-Nord. Est-ce que tu peux m'en parler? C'était pourquoi? Bien, en fin de compte, c'est que je pense que les gens ont pas mal entendu parler qu'il y a plusieurs employés qui n'ont même pas pu se qualifier à l'assurance-emploi à Rivière-au-Nord. Donc, ils nous avaient demandé de l'appui pour la MRC Rocher-Percé. Ils nous demandaient si on voulait les appuyer dans leurs revendications parce que ces gens-là, ils n'ont même pas le droit à l'assurance-emploi. Ils n'ont pas réussi à faire le nombre minimum d'heures pour se qualifier. Donc, on est allé pour parler du nombre d'heures. Donc, on est allé faire une manifestation pour ça, mais aussi pour le trou noir, c'est-à-dire les semaines que les employés se retrouvent qui n'ont pas d'assurance-emploi parce que il y en a qui ont perdu, qui n'ont pas réussi, c'est-à-dire à se qualifier, mais il y en a d'autres qui ont réussi à se qualifier, mais qui ne feront pas le tour. Fait que le gros problème, c'est le trou noir. Bien, on se retrouve avec moins de semaines, mais la période sans travail est la même. Elle n'a pas changé, elle. C'est encore souvent de septembre ou même octobre là, pour les chanceux. Je dis chanceux, mais c'est pas si chanceux que ça, mais jusqu'à avril-mai environ. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que on a vraiment, à cause de ça, à cause du bas taux de chômage, on a un manque à gagner au nombre de semaines pour les prestataires. Fait que c'est là qu'on voit le trou noir apparaître. Avant ça, on avait un trou noir qui était de 1-2 semaines. Les gens, bon, ils arrivaient à s'arranger puis avant de recommencer à travailler pour pallier à ces 2 semaines-là. Mais là, on assiste à plusieurs semaines. Puis là, il y a quand même la mesure spéciale qui est encore en vigueur, là, 5 semaines qui est ajoutée aux prestations, qui fait augmenter ton nombre de semaines pour les travailleurs saisonniers. Par contre, il faut penser que c'est au bout de 3 ans avec le même employeur. OK, pour avoir le droit à ces 5 semaines de plus. Exactement. Si moi, c'est ma première année, je m'en vais travailler dans une usine, c'est ma première année, j'aurai pas le droit à ces 5 semaines-là. Déjà en partant. Donc, moi, je vais vivre un méga trou noir. Mais les autres aussi, cette année, ils vont vivre un méga trou noir. Là. C'est tout le monde qui va vivre ça. Parce que ils n'ont pas fait assez d'heures pour leur permettre d'avoir assez de semaines pour se rendre de la fin au début, tout simplement. Puis en plus, ça touche plusieurs industries. Ça touche les pêches, la foresterie et le tourisme aussi, hein? Exactement. Oui. Puis, vous savez, toutes ces industries-là sont dépendantes du climat, puis de la nature. Le bois, ça brûle, comme il y a eu sur la Côte-Nord, les gens n'ont presque pas fait d'heures. Il peut y avoir aussi, dans le tourisme, cet été, ça a été moins bon que les années précédentes. Puis, souvent, les employeurs vont diminuer le nombre d'heures ou diminuer le nombre de semaines que la personne va faire. Puis, dans les usines, on l'a vu là, avec à Rivière-au-Nord, par exemple, la crevette qui s'éteint tranquillement. Ça vient diminuer le nombre d'heures que les employés vont faire. Fait que tout ça, on est dépendant. L'économie gaspésienne et des îles est dépendante de la nature puis des tourismes. Si la nature, le climat, les touristes sont pas au rendez-vous,
on vient de faire un grand coup de barre là, dans l'économie gaspésienne parce qu'on prive de revenus des gens qui travaillent dans ces domaines-là. Est-ce que le gouvernement du Canada a l'air ouvert à vos revendications? Je vous dirais que on pensait que ça s'en venait. On nous a dit qu'il y aurait une réforme cette année. Toutefois, quand on regarde ça, notre ministre pour les prestations d'assurance-emploi, là, pour l'assurance-emploi, c'était Mme Qualtrough. Mm-hmm. Ils l'ont remplacé par M. Boissonneau. Okay. Donc, M. Boissonneau arrive dans un ministère qu'il ne connaît pas et on se dit que c'est une façon de ralentir le processus aussi. Parce que vu qu'il ne connaît pas l'assurance-emploi, ben c'est tout presque à recommencer. Fait que, en tout cas, on n'a pas gros d'espoir. Mais c'est pour ça qu'on manifeste, puis qu'on n'arrête pas, puis que ça va continuer. Parce que si on arrête, c'est pareil comme si on dirait qu'on accepte. Effectivement. Qu'on accepte la situation, puis on va vivre avec. Donc, c'est pour ça qu'on continue à faire des manifestations. C'est pour dire que non, on ne l'acceptera pas. C'est pas normal. Ça devrait pas être comme ça. Puis, faites quelque chose. Okay. C'est vraiment ça. On découvre la modernisation des installations du Centre de tri de Grande-Rivière en compagnie de Nathalie Drapeau, la directrice générale. Est-ce que tu peux me parler de la modernisation de ta ligne au centre de tri? Ben oui, en fait, c'est des travaux qu'on avait annoncés il y a même plus qu'un an, là, qu'on a entrepris il y a plus qu'un an. En fait, l'idée, c'était de se donner un petit peu plus de capacité de production parce qu'on était à côté. C'est un processus, on a procédé par un appel d'offres, bon, etc. Et il y a un fournisseur qui nous a proposé une option qui était assez innovante parce que ça utilise, oui, un équipement qui est bien connu, qui s'appelle le trieur optique, mais nous, la façon qu'on fonctionne, c'est une séquence... ce sont des boucles. Alors, la matière va revenir plusieurs fois. Certaines matières vont revenir plusieurs fois dans la boucle pour être finalement séparées par la machine, par le trieur optique. Donc, ça fonctionne toujours de la même façon pour les arrivages, c'est-à-dire que les camions arrivent, sont déversés sur la plateforme d'arrivage et là, on a un équipement qui va prendre la matière, qui va déposer ça dans le convoyeur pour le monter vers le pré-tri, où on a encore un pré-tri manuel, donc des employés qui vont retirer les matières qui n'ont pas d'affaires là, qui pourraient briser nos équipements, des barres de fer, des sortes d'affaires, là, des grillages. Je pense qu'on va pouvoir vous en montrer plusieurs exemples. Mais si on ne retire pas ces matières-là, qui ne devraient pas se retrouver dans le bac bleu, soit dit en passant, donc si on ne les retire pas, on a des problèmes de bris mécaniques par la suite. Alors nos trieurs travaillent très fort à retirer ces matières-là. Une fois que ces matières-là sont retirées, là, on passe dans la partie mécanisée. Et là, la matière va toute passer sur un tapis très rapide, le convoyeur rapide qu'on appelle, et ça va passer par une trieuse optique, un trieur optique. Cette machine-là est programmée pour, mettons, la première boucle, retirer le carton et le plastique 1. Alors, il y a une matière qui est soufflée vers le haut, l'autre qui est soufflée vers le bas, et ça s'en va dans des convoyeurs attitrés, et là, ça s'en va vers les bonnes réserves. Le reste de la matière va revenir en boucle pour la deuxième phase. La deuxième phase, on va retirer peut-être le plastique 2 et le papier. Et là, même chose, jusqu'à ce qu'on ait retiré toutes les matières qualifiées de recyclables. Quand la réserve est pleine, on ouvre la porte qui mène vers la presse pour faire un ballot de ces matières-là. Donc, on a clairement amélioré notre capacité de production. Ça nous donne un petit peu plus de marge de manœuvre parce qu'on était coincés. On a un espace restreint au niveau des arrivages. Puis nous, il y a 3 à 5 camions qui rentrent par jour. Alors, il faut être capable de gérer ces arrivages-là. Là, on est encore un petit peu à rattraper notre retard parce que les travaux, là, ça nous a demandé là, d'accumuler des matières, puis de gérer autrement en attendant de pouvoir repartir. Mais là, on est en train, tranquillement, pas vite, de rattraper notre retard. Mais ça nous prenait ça. Si on voulait demeurer en opération, il fallait qu'on puisse augmenter, se donner plus de capacité de production. Vous êtes une équipe de combien au centre de tri?
Je voudrais que dans la journée, là, c'est autour d'une dizaine d'employés. Puis le soir, on a une équipe de 3 ou 4 employés, là, parce qu'il y a la partie production du verre et ça va s'ajouter bientôt la production du plastique là, dans quelques mois. Donc, c'est à peu près ça au niveau de l'équipe. Après que c'est tout est trié, vos matières, il vous reste encore des déchets, je crois, hein? Oui, mais mettons que là, on n'a pas fait le dernier calcul, parce qu'avant de moderniser, on était à 12 %. Puis dans le 12 % il y avait facilement, je dirais, 8 % de matière qui ne devraient pas se retrouver dans un bac bleu, là, qui ne sont pas des matières recyclables, là, qui sont des affaires qui ne devraient pas se retrouver là. Puis il y avait un autre ratio qui était souvent soit des matières qui ont passé tout droit dans le système ou des matières qui n'ont pas de marché de valorisation, de recyclage. Actuellement, à vue de nez, là, je pense qu'on doit être autour de peut-être 8 % de rejets, puis principalement des matières qu'on ne devrait pas recevoir. Sur 4000 tonnes, c'est facilement 300-350 tonnes qu'on doit, nous, remettre dans des conteneurs à déchets. Le camion à déchets va retourner à Gaspé pour aller vider ça au site d'enfouissement. On perd énormément d'argent là-dessus, là, donc, on perd. Tout le monde paye ça, là. Alors, ça, il faut travailler très fort là-dessus, faire comprendre qu'il faut changer cette pratique-là. Est-ce que ça l'arrivait souvent que la ligne de tri brisait à cause d'objets qui n'avaient pas sa place? Bien, depuis qu'on est installé comme ça, là, c'est arrivé 5-6 fois, dont un bris majeur dont on a beaucoup parlé cet été, là, qui a coûté comme 100 000 $. Mais c'est ça, c'est à peu près 5-6 fois. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Puis, on a une équipe Nous, c'est une équipe qui est ici depuis longtemps. Hein, j'en parle. À chaque fois, j'essaie de vraiment de mettre le spot sur eux autres parce que c'est eux autres qui font le gros travail. Mm-hmm. Puis, ils sont très habiles. Ils vont détecter rapidement ces matières-là, mais c'est sûr qu'il arrive tout le temps un moment. La semaine dernière, on a un équipement, il y a une chaîne qui a cassé. C'est une pièce métallique grosse comme ça, là. Qui l'avait brisé. Qui l'a brisé, là, qui est très épaisse, qu'on ne devrait pas retrouver, qu'il n'y a pas d'affaire dans le bac bleu, là. C'est pas une matière, c'est pas un contenant, c'est pas un emballage. Alors, voilà, il faut être vigilant. Dans le cadre du mois de la sensibilisation au cancer du sein, quoi de mieux qu'une invitation à un atelier conférence sur la santé des seins? On rencontre Cindy Bugeaud, responsable des activités de sensibilisation et des saines habitudes de vie pour l'organisme gaspésien des personnes atteintes du cancer. Pour nous en parler. Dans le cadre du mois de la sensibilisation pour le cancer du sein, votre organisme, en association avec Supportons-les, a organisé un atelier conférence sur la santé des seins. Peux-tu m'en parler? Oui, exactement. Donc, c'est une initiative de Supportons-les en collaboration avec notre organisme. Parce que le cancer du sein, on sait que le mois d'octobre, on en parle beaucoup, mais même à l'année, parce que le cancer du sein, c'est le cancer qui est le plus fréquent chez les femmes. Mm-hmm. Puis il faut pas oublier que les hommes non plus, parce que près de 1% des hommes vont être atteints d'un cancer du sein quand même au courant de leur vie. C'est une femme sur 8. Donc, dans les statistiques aussi. Donc, on trouvait vraiment très important de sensibiliser toute la population par rapport à la santé des seins, oui, au cancer du sein, mais aux habitudes de vie par rapport à l'allaitement, la grossesse, même les chirurgies, les mastectomies. Donc, on a vraiment une panoplie là, de sujets qu'on va pouvoir aborder là, pour informer puis sensibiliser la population au niveau de la santé des seins. Allez-vous montrer comment faire l'auto-examen des seins et la fréquence qu'il faut l'effectuer? Oui, exactement. C'est vraiment le but là d'essayer de pouvoir sensibiliser le plus possible à tous les niveaux des sujets, selon aussi les gens qui vont être là, selon s'il y a des femmes enceintes, des femmes qui allaitent. Donc, c'est pas les mêmes consignes, les gens qui sont ménopausés. Mais oui, on va montrer une vidéo, en fait, là, pour pas mettre personne mal à l'aise. Et vraiment avec les techniques, quand le faire, donc une fois par mois, puis vraiment avec un vidéo explicatif qui va montrer. Puis on va même avoir là avec nous un faux sein en fait qui montre vraiment là à quoi ça peut ressembler une masse quand on peut palper une masse cancéreuse. Donc ça va être vraiment très très intéressant pour les gens, pour les femmes qui repartent avec des outils pour justement diminuer les risques là, au niveau du cancer du sein. Moi j'ai été surpris de savoir même après 22 ans que je suis à Logpac qu'un soutien-gorge est mal adapté pour quasiment 80% des femmes.
Donc, c'est pour dire que la plupart des femmes, on a un ajustement vraiment à regarder, des fois plus petit, plus grand. Fait que ça, on va regarder ça aussi, c'est quoi les étapes d'un bon ajustement pour un soutien-gorge, pour une camisole. Puis on va parler aussi des camisoles post-mastectomie pour les femmes qui ont eu des opérations. Donc, souvent, en tout cas, on va essayer de dire aux femmes d'éviter un peu les cerceaux quand on parle des cerceaux là, qui vont galber la poitrine. Donc, ça peut vraiment aller blesser le sein. Puis c'est sûr qu'à long terme, c'est pas quelque chose qu'on veut autant au niveau du confort, mais au niveau d'adhérence ou des choses qui peuvent blesser le sein. C'est une conférence, j'ai vu qu'il y avait sur la face cachée des produits chimiques. Oui, produits chimiques toxiques, tous les produits, même d'hygiène qu'on prend tous les jours, les parfums, les shampoings, vraiment tous les produits même de construction, des produits qu'à tous les jours on peut se servir. Donc il y a des choses à prendre en compte puis à faire attention parce qu'il y en a qui peuvent être vraiment nuisibles pour la santé. Donc oui, il y a Santé Canada qui va être là pour essayer de mettre des barrières puis des choses à voir, sauf que là, on va en apprendre vraiment plus par rapport même à nos contenants plastiques. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui peut être nuisible pour la santé à moyen puis à long terme. Donc, on va pouvoir en savoir, puis peut-être un peu plus lire les ingrédients de qu'est-ce qu'on utilise à tous les jours. Ouais. Puis au niveau de la prévention, allez-vous discuter de la mammographie? Oui, de la mammographie aussi, parce qu'il y a beaucoup de mythes entourant les mammographies. Puis il y a des femmes qui se disent « Ah ben non, je suis trop jeune ». Il y en a qui vont dire « Non, je suis trop vieille ». Il y en a qui vont dire « Ça sert pas à grand-chose ». Il y en a qui se disent J'ai peur », même au niveau de la douleur. Donc, on va vraiment démystifier tout ça, parce que c'est vraiment du cas par cas, puis c'est sûr que c'est super important. Donc, oui, il y a des gens qui sont ciblés selon une catégorie d'âge de 50 à 69 ans, mais c'est pas, faut vraiment voir selon la personne, selon l'hérédité, selon notre famille, selon notre mode de vie aussi. C'est important de commencer à y penser le plus tôt possible, dépendamment de comme je disais, l'hérédité. Mais c'est sûr que l'auto-examen des seins, il faut le commencer à partir même de 20-25 ans. Là, donc, c'est vraiment pour tout le monde, là, c'est important d'y voir. Ça va être où cet événement-là? Oui, en fait, ça va être au centre communautaire à Maria. Donc, on attend les gens vers 9h30, puis on pense là, que ça va durer à peu près 1h30, 2 heures. Si les gens ont des questions, on va pouvoir les accueillir avec un café, du jus. Et en tout cas, ça va être vraiment pour répondre au plus au questionnement des gens, autant des femmes que des hommes, si les enfants sont les bienvenus aussi. Donc, ça va être vraiment un bel atelier pour que les femmes repartent avec plusieurs outils pour les aider dans leur cheminement. C'était dans un esprit de célébration que nous avons rencontré les membres de l'Unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie et de la Madeleine afin de souligner leur 25e anniversaire. Pour votre 25e anniversaire, l'équipe de l'URLS s'est lancé un petit défi cocasse sur Facebook. Ouais, on s'en lance assez, en tout cas des cocasseries, disons, on en a plusieurs. Oui, on s'est dit 25 ans, un défi 25. Il fallait trouver quelque chose à faire avec un 25. Fait qu'il y en a qui ont bien fait des choses, 25 km de vélo en roulant à 25 km/h. D'autres ont mis 25 guimauves dans leur bouche. Moi, j'ai fait un dîner après une réunion d'équipe avec 25 boulettes suédoises. Il y a eu toutes sortes d'affaires. Il y en a une qui avait le défi de faire un 25 heures tout en étant toujours de bonne humeur. Elle a abrégé ça, puis elle a mis 25 minutes. On n'est pas sûr qu'elle l'a réussi. En tout cas, c'était belle fois. Pendant combien d'années vous avez été directeur général? 27 ans. Oui. Quand je suis entré, là, on a commencé en 1990, en novembre 90, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas de bureau, il n'y avait rien. Là, on a implanté ça, l'unité régionale. En 93, il y a eu des grosses coupures, 55 % dans les budgets. On a réussi à se maintenir jusqu'en 98 quand il y a eu une relance par le dépôt par le ministre Chevrette qui a déposé un projet de relance. Ils ont changé le nom, l'unité régionale, ils ont changé les membres du conseil d'administration. Il y a eu toutes sortes de modifications comme ça.
Et là, ça a été comme la relance du loisir et du sport au niveau du Québec. Tu es responsable du programme Actif. Peux-tu m'en parler? Oui, dans le fond, le programme Actif, c'est un programme de soutien financier pour soutenir différents projets qui visent à soutenir l'activité physique. Donc, on a 4 volets. Le premier volet qui est l'aménagement, donc aménagement d'infrastructures de plein air comme des sentiers ou même d'intérieur comme des gymnases. On soutient aussi l'achat de matériel. Donc, pour un club sportif, par exemple, il faudrait qu'il renouvelle son équipement de ballons, des casques, des filets de soccer, des choses comme ça, tout ce qui est matériel. On soutient également les sorties de plein air. Donc, un club de plein air, par exemple, qui voudrait aller faire une randonnée dans le parc de la Gaspésie ou autre, on peut soutenir ces sorties-là. Et finalement, les activités d'initiation. Donc, un groupe qui voudrait apprendre un nouveau sport, faire venir un professionnel pour apprendre un nouveau sport, c'est quelque chose qu'on soutient également. Tu as un autre programme aussi, tout nouveau, je pense. Oui, c'est un nouveau programme qui vient tout juste de sortir il y a à peine 2 semaines. Ça s'appelle le soutien à l'organisation de compétitions sportives. Donc, ça vise à soutenir les comités organisateurs qui reçoivent chez eux des compétitions, que ce soit des compétitions régionales, interrégionales ou provinciales. Donc, on soutient à ce niveau-là. Et pour les 2 programmes actifs et le soutien aux compétitions sportives, la date limite pour les dépôts est le 1er novembre 2023. Au fil des années, vous avez développé de l'expertise dans quel domaine exactement? Oh là 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 là, ben, il y a de l'expertise qui se développe, mais il y a aussi des mandats qui nous sont confiés. On fait beaucoup, je dirais, de l'accompagnement, aider, soutenir, accompagner. C'est pas des choses qui sont très définies, mais on s'adapte toujours aux besoins de nos clientèles. Mais on pourrait parler de mandats comme le soutien au bénévolat. On pourrait parler d'une expertise qui a été développée, c'est l'évaluation des parcs et infrastructures. Ça, c'est important. On pense au plein air. On pense au loisir pour les personnes handicapées, qui est un mandat qu'on a, mais qui est très important, puis qu'on travaille beaucoup là-dessus. Le sport, promotion de l'activité physique. Alors, c'est pas mal tout autour de ça. Pensons loisirs, sport, activité physique, plein air. Saines habitudes de vie, on ne fait que ça à longueur de journée. Dans nos mandats, on a le soutien de nos organismes du milieu. Donc, à chaque saison, on sort un calendrier de formation pour offrir des formations sur différents sujets. Donc, cet automne, on a des formations autant sur le loisir culturel que l'entretien des infrastructures récro-touristiques. On a aussi des formations pour l'événementiel, pour comment adapter aux personnes qui vivent avec un handicap un événement. Puis, on a aussi des formations de gestion d'OBNL, donc tout ce qui est rôle et responsabilité au sein d'un CA, puis aussi comment accueillir des nouveaux membres au sein du CA. Donc, plusieurs formations à venir cet automne. Il reste que le travail de terrain est terriblement important, l'animation des milieux. Parce qu'on peut avoir le plus bel équipement de loisirs, mais s'il n'y a pas d'animation pour l'équipement, ça ne donne pas grand-chose. Il n'y a pas d'activité qui se développe. Donc, le rôle de l'unité régionale, c'est un peu ça. C'est de faire de l'animation dans les différents milieux. Si on pense à il y a 25 ans, si on pense aujourd'hui, le loisir, le sport, le plein air, les saines habitudes de vie, ça a beaucoup évolué dans notre société. Je dirais pas merci à la COVID, mais il y a eu une grande reconnaissance. Il y a eu une évolution auprès des gouvernements, auprès du financement, mais aussi la reconnaissance des unités régionales, du travail qui est fait. C'est vraiment, on sent depuis quelques années la reconnaissance par le ministère de l'Éducation de tout ce qu'on fait dans chacune des régions, mais collectivement. Pour se mettre dans l'ambiance de l'Halloween, Marie-André Côté, du comité jeunesse de la ville de Passepébiac, lance un appel aux familles à participer en grand nombre à une activité d'Halloween qui se tiendra au complexe sportif de Passepébiac le 28 octobre prochain. Peux-tu m'expliquer, le comité jeunesse, c'est quoi sa mission? Dans le fond, c'est vraiment faire bouger les jeunes, faire plein d'activités pour eux. Là. Êtes-vous beaucoup de membres? On est 7 membres de Passepébiac. Récemment, le mois passé, vous avez fait une activité, un vide-grenier. C'était pourquoi exactement? Dans le fond, les tables du vide-grenier, c'était pour financer nos activités qu'on fait ou les achats qu'on peut avoir à faire pour des activités. Je crois que tu as une invitation à lancer aux jeunes pour l'Halloween. Oui, dans le fond, on a une activité d'Halloween qui s'en vient samedi le 28 octobre ici à l'Arena. De 6h30 à 7h30, il va y avoir du patinage libre, déguisé. Puis de 7h30 à aller à 9h, 8h30, 9h, on va faire un genre de bal masqué juste à la salle à côté de la glace. J'invite les gens à se déguiser et les parents aussi, parce que des fois, il y a beaucoup de parents qui restent ici puis ils sont pas déguisés, fait que je les invite à se déguiser puis il va y avoir plein de prix de présence. Est-ce que ça coûte de l'argent? Non,
C'est totalement gratuit, puis les jeunes vont être gâtés. Ils vont avoir des petites surprises durant le bal masqué, parce qu'on va faire de la musique de genre 7h30 à 9h. Fait qu'ils vont pouvoir danser là, avec l'écran géant qui va projeter genre Just Dance là, ou quelque chose comme ça. Fait que j'invite vraiment les gens à venir costumés, déguisés, puis venir s'amuser avec nous, avec le comité jeunesse. Il va-t-il avoir un petit kiosque pour des grignotines, des breuvages? On va donner des choses, mais on vendra pas de barbe à papa ou de popcorn. Mais on va donner des petites choses Halloween. Bien, merci Marie-Andrée. Merci à toi. C'est le retour de notre émission Passionnée de musique avec Dave Felker comme nouveau animateur. En voici un petit avant-goût. Vous êtes notre nouvel animateur de notre émission Passionnée de musique. Pourquoi êtes-vous passionné de musique? Ben, je suis dans la musique depuis j'avais 12 ans. Puis depuis j'ai rendu le site en Gaspésie, j'ai plusieurs amis en musique, puis je joue avec plusieurs amis dans plusieurs orchestres. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial pour moi. Puis c'est quoi votre vision pour l'émission? Je veux vraiment souligner les musiciens, les artistes dans le coin, spécifiquement ceux qui ont déjà enregistré des tunes puis sont maintenant disponibles pour tout le monde. Et je veux souligner leurs efforts et c'est en Gaspésie. She borrowed her mama's wedding dress and of course it fit just right. She's got her grandma's diamond ring from 1965. She's got a man who's perfect and they're about to say I do. She's got something borrowed, something old and someone new. Et maintenant, voici votre chronique Rendez-vous. Bienvenue à votre chronique Rendez-vous. WIS militaire au profit de Diabète Pas-à-Boc, mercredi le 25 octobre à 19h30 au Club des 50 ans et plus de Chandler. Organisez vos tables. Informations 418-385-2333 ou le 418-616-1715. Dans le cadre de sa politique culturelle, la municipalité de Passepébiac souhaite protéger son patrimoine immatériel par différentes actions. Du 16 au 25 octobre, Patrick Dubois, conteur bien connu dans les environs de Carleton-sur-Mer, effectuera une tournée comme il en a l'habitude, se faire héberger chez l'habitant en échange de ses histoires. Voici les dates à retenir. Du 16 au 25 octobre, tournée du conteur chez l'habitant partout dans Passepébiac. 25 novembre à 16h, dévoilement du recueil d'histoires au Centre culturel de Passepébiac. C'est avec fébrilité que Karen Larocque annonce la sortie de son livre « Quand le corps sonne l'alarme, mode d'emploi pour rétablir l'équilibre psychologique », le 25 octobre prochain. Vous êtes invité au lancement du livre qui aura lieu le 28 octobre prochain de 16h à 19h au Centre culturel de Passepébiac. Le Centre d'action bénévole de Saint-Siméon-Port-Daniel aura une friperie mercredi le 25 octobre sur Rendez-vous de 13h à 14h30 et de 14h30 à 18h pour tous. Jeudi le 26 octobre de 8h30 à 12h pour tous. Pour information, 418-752-5577, poste 4. Il y aura distribution de bonbons, chips et chocolat à la salle Eugène Angléard de la municipalité de Saint-Godefroy. L'événement sera le 31 octobre de 17h à 20h. Cet événement s'adresse aussi à toutes les municipalités voisines. De novembre à mars, atelier de couture offert gratuitement à la salle municipale Eugène Angléard de Saint-Godefroy. Tout le matériel est fourni. Pour inscription, 418-752-5823 ou couculture@posteo.de. Message à nos membres organismes. Faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier @télévague.com ou véronique.télévague@gmail.com, par téléphone au 418-752-6558 ou par télécopieur au 418-752-6559.
Ceci termine votre émission d'Hebdo4 du 22 octobre. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de vos nouvelles locales et régionales. Passez une bonne semaine!